Bonjour, il est 17h30, nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension. Vous avez eu, en France en tout cas, 4 jours. En Russie, on n'avait pas de pont, donc nous avons travaillé vendredi et nous reprenons aujourd'hui, mais on s'est tout de même reposé durant ces 2 jours et surtout que l'été est arrivé enfin en Russie, donc aujourd'hui il commence à faire beau et on va même avoir des températures estivales cette semaine. Mais évidemment, c'est pas pour ça que nous sommes ici. Comme vous pouvez le remarquer, Arnaud et Igor Pavel sont toujours avec moi. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de nouvelles diplomatiques dont Igor vous fera part, mais avant, sur un plan économique et politique, Arnaud, que peux-tu nous dire? Que s'est-il passé durant le week-end? Merci, Président. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité économique et politique qui n'est pas inexistante, mais qui n'est pas forcément très dense. Le principal élément, c'est évidemment ce qui se passe en ce moment même et ce qui s'est passé ces derniers jours à Bruxelles, les discussions autour du 6e train de sanctions européennes. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas très clair. Il y a des déclarations contradictoires de Mme von der Leyen, de la partie hongroise et d'autres intervenants. Il n'est pas certain que le volet pétrolier, que l'embargo, même partiel, soit entériné aujourd'hui, ni même demain. Il semblerait que l'on s'achemine vers un embargo d'abord échelonné dans le temps, qui n'entrera pas en vigueur immédiatement et qui sera différencié dans le sens où ne seront pas concernées les livraisons de pétrole à l'Union européenne qui se font via oléoduc, mais seulement celles qui se font par la mer. Autre point de blocage, semble-t-il, Chypre qui souhaiterait que l'on sorte du texte les interdictions que la Commission souhaitait appliquer aux ressortissants russes s'agissant des achats de biens immobiliers au sein de l'Union européenne. Enfin, il a été dit que serait discutée la possibilité d'avancer sur la confiscation des biens des oligarques actuellement gelés. Mais là encore, ça paraît extrêmement compliqué d'un point de vue politique et encore plus sur le plan juridique. Que veux-tu dire par avancée? Je pense qu'on va en parler beaucoup pour peut-être compenser ce qui peut apparaître comme un échec, c'est-à-dire que ce 6e paquet de sanctions, il est en discussion depuis plusieurs semaines et en fin de compte, ce sera un paquet assez, j'allais dire une raquette assez trouée, si j'ose dire. Donc il va falloir, du point de vue de Bruxelles, parler d'autre chose pour donner l'impression que les choses, que l'on garde la cadence, si j'ose dire. Autre nouvelle économique, le ministre russe des Finances qui a suggéré la mise en place d'un système de paiement en roubles des dettes libellées en dollars et qui ne peuvent pas arriver à leur destinataire. Il a suggéré aux détenteurs de titres libellés en dollars d'ouvrir des comptes en Russie en roubles. Simplement, cette fois-ci, évidemment, le flux se ferait dans l'autre sens. Puisqu'on parle du rouble, un rouble dont j'ai dit la semaine dernière qu'il allait baisser, il a baissé effectivement pendant quelques jours, mais on constate qu'aujourd'hui, de nouveau, la monnaie russe se raffermit. Ça veut dire que les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière, c'est-à-dire une libéralisation partielle des devises et surtout l'abaissement du taux directeur, ont eu un effet assez éphémère, semble-t-il. En tout cas, la question du rouble fort qui inquiète les autorités russes n'est pas évacuée à l'heure où je vous parle. Deux petites nouvelles politiques ou relatives à la société russe. On a vu, vous avez sûrement entendu parler du projet Leader de Russie qui est chapeauté par M. Kirienko, le numéro 2 de l'administration présidentielle en charge de la politique intérieure. Eh bien, les leaders de Russie, les jeunes leaders de Russie sont invités à s'intéresser de près au Donbass, voire même à y exercer leur talent.
C'est intéressant et ça confirme ce qu'on a vu il y a quelques jours, à savoir l'implication croissante de l'administration présidentielle et singulièrement de M. Kirienko dans les affaires du Donbass. Enfin, un sondage publié par Tsiom à propos de l'attitude des Russes à l'égard de l'opération spéciale, entre guillemets, puisque la question est libellée comme ça. 72% de soutien, 18% contre et 10% de personnes indécises. Et parmi la raison invoquée pour justifier l'opération spéciale, les Russes retiennent à 40% protéger la Russie, désarmer l'Ukraine et empêcher l'installation de bases de l'OTAN susceptibles de menacer le territoire russe. Voilà la justification la plus populaire, entre guillemets, au sein de la population russe. Voilà pour ce qui était de l'économie et de la politique intérieure. Merci beaucoup Arnaud, toujours intéressant, mais je crois qu'il y a un peu plus de nouvelles diplomatiques. Mon cher Igor, donc la parole est à toi. Merci, cher président. Bonjour à tous. Je vais commencer par quelques chiffres, puisque le ministère ukrainien de l'Intérieur a communiqué sur les chiffres des réfugiés. Selon donc les données officielles ukrainiennes, 60% des réfugiés seraient déjà rentrés en Ukraine, c'est-à-dire qu'on avait depuis le 24 février près de 7,6 millions d'Ukrainiens qui auraient quitté leur pays. Et sur ces 7,6 millions d'Ukrainiens, près de 4,8 millions seraient déjà revenus. Donc selon le ministre ukrainien de l'Intérieur. Cela dit, il reste plusieurs centaines de milliers, voire millions de déplacés internes donc en Ukraine. Sinon, on peut également relever l'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Vladimir Poutine qui s'est tenu samedi à la demande de la partie franco-allemande. Les échanges ont duré environ 1h30. À cette occasion, le Kremlin donc, a rappelé non seulement sa disposition à dialoguer avec l'Ukraine, mais également à autoriser les exportations de céréales, mais à la condition que nous connaissons maintenant depuis un petit moment que les sanctions économiques qui pèsent sur la Russie soient levées. Vladimir Poutine a par ailleurs mis en garde ses homologues contre le risque que représente l'afflux d'armes vers l'Ukraine pour, j'allais dire, ces armes qui risqueraient de déstabiliser davantage la situation selon le Kremlin. De son côté, l'Élysée a demandé, et chancelier allemand, les Français, donc les Allemands, ont demandé au président russe de relâcher les prisonniers ukrainiens qui se sont rendus à Azovstal. Donc on parle d'environ 2500 personnes. On peut également mentionner l'interview accordée par Sergueï Lavrov à LCI et TF1 hier, qui a été diffusée hier. On peut mentionner 2 points principalement dans cette interview. Tout d'abord, le fait que selon Sergueï Lavrov, les sanctions qui pèsent sur la Russie en fait ne seront pas levées et que d'après lui, elles ont vocation à durer. Et deuxième point, toujours selon le ministre, l'inéluctabilité de l'opération spéciale, donc qui est rappelée étant donné que d'après Sergueï Lavrov, l'Occident est resté sourd aux appels de la Russie ces dernières années. Alors, sur le point qui porte sur les sanctions, c'est assez intéressant de dire que finalement, le fait de dire que ces sanctions vont rester dans le temps et qu'elles sont là pour durer, ça amène à s'interroger sur cette demande formulée par la Russie à lever les sanctions en échange du grain. Est-ce que la Russie croit vraiment à cette demande? Est-ce qu'elle tente le coup? Mais au fond d'elle, est-ce qu'il n'y a aucune conviction que ça aboutira à quoi que ce soit? Et finalement, il y a quelque chose qui sonne un petit peu bizarrement dans ces déclarations par rapport aux demandes qui sont formulées depuis plusieurs jours et qui ont encore été rappelées par Vladimir Poutine à Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Toujours du côté de la France, on relève aujourd'hui la visite du ministre de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est à Kiev, qui a rencontré donc son homologue Dmytro Kuleba et qui doit rencontrer Volodymyr Zelensky. Elle s'est rendue à Boutcha pour l'instant et également allée s'incliner devant un mur où sont mentionnés les noms des soldats ukrainiens qui sont tombés au combat. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait de sa visite. À l'heure où on parle, il n'y a pas de communiqué, de déclaration ou quoi que ce soit d'autre. Quelque chose sur lequel on a attiré l'attention très rapidement dans nos séances de séminaire, Europol redoute que les armes fournies par l'Union européenne à l'Ukraine ne finissent dans de mauvaises mains. Ce sont les termes qui sont employés par la directrice d'Europol, Madame Catherine de Boll, qui a déclaré samedi dans une interview à un journal allemand qu'elle voit bon an mal an se répéter le scénario des Balkans dans les années 90 où finalement
les armes avaient fini dans ce qu'on appelle de mauvaises mains et qu'aujourd'hui encore, des groupes criminels utilisent ces mêmes armes qui ont été livrées il y a 30 ans. Et donc, elle souhaite éviter une nouvelle situation. Et à cette fin, Europol va mettre en place une unité internationale spéciale contre la prolifération pour essayer de traquer ces armes et de faire un suivi non seulement de ces armements, mais également des personnes dites extrêmes ou des extrémistes qui circulent entre l'Union européenne et l'Ukraine. J'ai aussi relevé les propos de Vladimir Chamanov, député à la Douma, ancien général et surtout ancien commandant des forces aéroportées russes entre 2009 et 2016, qui s'est exprimé la semaine dernière dans un entretien où il a en gros dit deux choses à mon sens intéressantes. Tout d'abord, il a estimé que la principale erreur de la Russie dans la planification de son opération spéciale en Ukraine a été de croire qu'on l'accueillerait avec des fleurs. Ce sont ses propos, hein, croire qu'on nous accueillerait avec des fleurs. Et selon lui, cela ne se produira pas, le fait d'être accueilli, que les troupes russes soient accueillies avec des fleurs, d'une part, et d'autre part, que la démilitarisation du pays pourrait prendre 5 à 10 ans, ce sont l'échelle qu'il a lui-même donnée, le processus dit de dénazification se déroulant parallèlement à ce processus de démilitarisation. On revient sur le processus d'intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN et de l'opposition de la Turquie. Le président turc s'est dit déçu par la teneur des discussions entre les délégations turques, suédoises et finlandaises qui se sont rencontrées en vue d'aplanir les divergences entre elles et la Turquie. Monsieur Erdogan, pour M. Erdogan, les pourparlers avec les pays scandinaves ne sont pas au niveau et ne sont ni francs ni honnêtes. De son côté, la Finlande a, quant à elle, estimé que les discussions s'étaient bien passées et que le travail allait se poursuivre. Voilà. Bon. La vérité, quelque part au milieu, comme disait l'autre, la vérité est ailleurs. Messieurs Erdogan et Poutine viennent de se parler au téléphone il y a quelques instants. Pour ce qu'on en sait, la partie turque a d'abord, alors pour rappel, la partie turque a d'abord essayé de proposer un contact téléphonique trilatéral, donc Ukraine, Russie, Turquie. Le Kremlin a décliné, donc finalement, c'est uniquement la partie russe et la partie turque qui se sont entretenues. Manifestement, la Turquie aurait proposé de tenir une réunion à Istanbul réunissant la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'ONU pour notamment discuter des aspects liés à la sécurité alimentaire. Et d'autre part, les Turcs auraient également proposé, quand cela sera possible, de contribuer à un mécanisme de surveillance, de mise en accord d'un futur et très hypothétique accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, pour terminer sur une note asiatique, le Japon, une interview accordée la semaine dernière dans The Economist par l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui est resté quand même aux affaires pendant 9 ans, jusqu'en 2020, et qui estime pour sa part que le président Zelensky aurait pu éviter le conflit s'il avait assumé de ne pas rechercher l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et octroyer une autonomie substantielle aux deux républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk. Voilà, Président, je m'arrête là pour ce point sur la diplomatie. Merci beaucoup, Igor. Un point très complet, effectivement. On dit d'ailleurs que la conversation de Macron, Scholz et Poutine a duré 80 minutes, donc c'était assez long. 90, bon, c'était assez long. Alors d'abord, une première nouvelle qu'on nous annonce, c'est de nous dire qu'un journaliste français a été tué en Ukraine. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron. J'ai pas le nom du journaliste, mais bien évidemment, c'est toujours quelque chose de difficile et des moments difficiles de ces... Ah, on me dit qu'il s'appelle Frédéric Leclerc-Imhoff. Il travaillait pour BFM. Bon. On a une question qui concerne les églises ukrainiennes et russes. Alors, si j'ai bien compris, l'église orthodoxe ukrainienne assez isolée, ou je ne sais plus quels sont les mots de l'église russe, mais Arnaud, que peux-tu nous dire? Alors, on ne sait pas très bien en réalité. Alors, c'est une des églises ukrainiennes qui, jusqu'à présent, reconnaissait l'autorité du patriarche Cyril, dite du patriarcat de Moscou, qui a publié samedi une déclaration dans laquelle elle proclame son indépendance totale, vendredi ou samedi, il faut vérifier, son indépendance pleine et totale. Ce qui a été interprété comme une rupture
avec le patriarcat de Moscou. Alors, il faut rappeler qu'il y a plusieurs églises en Ukraine, et il y en a une autre qui a proclamé l'autocéphalie en 2019, si ma mémoire est bonne, ou 2018, et qui réfère à Constantinople. Donc, ce serait, le cas échéant, une défaite symbolique majeure. Ça pourrait représenter, si cela se confirme, la perte d'environ 30% des paroisses du patriarcat de Moscou. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, ce qui a été dit, c'est que c'était une demande de la base, autrement dit des paroissiens, et il y a des paroissiens dans l'ouest de l'Ukraine, l'Ukraine totalement ukrainophone. Mais ce qui n'est pas clair, c'est dans quelle mesure cela va être appliqué, ou c'est une déclaration. Certains analystes qui connaissent bien ces questions-là relèvent que ça reprend en réalité un texte de 1990 et que ça ne change pas grand-chose. En tout cas, ce qui a été écrit ne change pas grand-chose. Il faudra voir si dans les faits, il y a rupture ou pas, ou si c'est une déclaration pour gagner du temps. Donc, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais on voit bien qu'il y a une pression, il y a une réalité qui est que beaucoup de paroissiens ukrainiens qui avaient refusé de suivre l'église autocéphale, qui était restée dans le giron de Moscou en 2018-2019, aujourd'hui se pose la question ou refuse cette tutelle, qui est une tutelle, encore une fois, assez flottante. Donc à suivre, mais on voit bien que c'est là le sens des événements. Sur un sujet complètement différent, c'est le remboursement des dettes. On dit, mais je ne me souviens pas de cette mesure, qu'il y a une mesure qui concerne une limite de 10 millions de roubles par mois pour rembourser ses dettes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Igor, Pavel? Non. Il faut qu'on se renseigne là-dessus parce que je sais qu'en tant qu'expatrié, on peut maintenant envoyer 50 000 $ par mois ou son salaire plus 10 000 $. Je crois que c'est la règle, mais cette mesure de 10 millions de roubles pour mois pour rembourser des dettes, je ne sais pas de quoi il s'agit. Une question pour toi, Arnaud. Si le sud de l'Ukraine devient un territoire russe, que deviendront la République de Donetsk et Lugansk? Une enclave? Bon, tout d'abord, il faut rappeler que rien n'est sûr. Il n'est pas certain que... Si. Oui. Ce qui me paraît improbable, hautement improbable, c'est que la Russie se retire des territoires hors Donbass dont elle a pris le contrôle depuis le mois de mars, c'est-à-dire le sud, la partie littorale de la région de Zaporozhia et l'essentiel de la région de Kherson. Ça me paraît improbable, je peux me tromper. Après, quelle sera la forme juridique, le cas échéant? Est-ce que ce seront de nouvelles républiques? Est-ce que ce sera une extension de la Crimée, par exemple? La Crimée qui pourrait intégrer la région de Kherson, ça s'est vu historiquement. Ce n'est pas très clair. Certains responsables de la région de Kherson disaient ce week-end, ça a été repris par la presse, qu'aucune décision ne serait prise avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que la situation militaire à proximité immédiate de Kherson, la région de Mykolaïev, est très incertaine. Donc, difficile de répondre. Ce qui paraît assez évident, encore une fois, c'est que la Russie ne lâchera pas ce qu'elle a pris, me semble-t-il. Autre sujet aussi, l'interview de George Bush. Alors, on nous dit, que pensez-vous de la fausse interview de George Bush? Je ne sais pas pourquoi on dit fausse. Elle était réelle, cette interview. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez écrit fausse, mais révélerait-elle pas au monde, excusez-moi, la réalité de non dite ces 20 dernières années? Est-il normal qu'un ex-président américain appelle à la haine envers les Russes? Oui, l'entretien est réel, sauf que c'est une sorte de canular, dans le sens où George Bush ne s'adressait pas aux personnes auxquelles il pensait s'adresser. Mais c'est très révélateur, effectivement, alors évidemment, d'un George Bush qui est en roue libre, qui laisse libre cours à son propos et qui dit des choses qui sont un peu l'impensé. Alors, je ne sais pas si on peut extrapoler, mais George Bush a été aux affaires. Donc,
sais pas dans quelle mesure on peut appliquer ça à la politique d'Obama ou de son successeur, mais oui, ça dit, ça révèle un fond, et naturellement, c'est exploité par la partie russe et la propagande russe. Alors, excusez-moi, parce que pour éclaircir, parce qu'en fait, il y a eu 2 interviews de George Bush alors. Parce qu'il y a eu ce que vous appelez la fausse interview, si je me souviens bien, c'est celui donc qui s'était fait passer pour Zelensky, c'est ça? Oui, c'est à ça que je fais Oui, référence. d'accord. Et puis il y a le lapsus. Et il y a le lapsus Et ça, c'est autre chose. qui est autre chose. Oui, oui. Voilà. Le lapsus, où dans une envolée lyrique qui se voulait sérieuse, il s'émeut voilà, d'une agression qui a été décidée par un homme seul contre l'Irak. Bon. Donc là, c'est le lapsus de la décennie au moins, mais ce sont 2 choses différentes. Oui, Oui, d'accord. Oui, l'un confirme, on va dire, enfin, on va rester poli, restons polis. Il a parlé 2 fois de trop. Il a perdu 2 occasions de se taire, exactement. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la négociation en cours sur l'approvisionnement en céréales stocké à Odessa? Quelles sont les positions des 2 parties, Igor? Il n'y a pas vraiment d'évolution sensationnelle. Manifestement, dans l'échange entre Scholz, Macron et Poutine, visiblement, selon le communiqué de l'Élysée, la partie russe aurait, comment dirais-je, aurait donné son accord pour qu'un certain nombre de navires puissent quitter Odessa dès lors que les Ukrainiens auraient assuré le déminage du port. Autrement dit, on sait que les Ukrainiens avaient miné non seulement le port d'Odessa, mais les abords maritimes d'Odessa dans les premiers jours après le déclenchement de l'opération, puisqu'ils redoutaient une opération amphibie menée par la Russie sur Odessa. Bon. Depuis, une grande partie de ces mines, manifestement, sont restées en place. Une autre partie a été emportée par un orage, puisque les mines se sont désarrimées de leur socle qui les maintient au fond de l'eau et ont commencé à dériver à travers la mer Noire. On en a déjà parlé. Par conséquent, cette demande des Russes qui consiste à exiger des Ukrainiens qu'ils assurent le déminage du port, ce n'est pas la première fois qu'ils la formulent. Ils l'ont déjà formulé la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, en expliquant que c'était à eux de déminer le port pour que les bateaux puissent partir. Enfin, dès lors que le port serait déminé, la Russie considérait la possibilité de laisser partir un certain nombre de bateaux. Et peut-être que les Français, les Allemands, l'ONU vont essayer de construire à partir de cet embryon j'allais dire, de propositions russes. Pour l'instant, les Ukrainiens, à ma connaissance, je n'ai rien lu qui confirme qu'ils s'apprêteraient à déminer quoi que ce soit. Je ne sais même pas s'ils en ont les capacités. Je sais que la Turquie a déjà proposé, en tout cas, ses capacités, ses moyens de déminage, le cas échéant, si quelque chose se montait dans la direction de rouvrir Odessa, même partiellement, un trafic maritime commercial pour exporter les céréales. Mais là, on parle pour l'instant de choses qui sont tout à fait hypothétiques. Igor, y a-t-il une date butoir pour le déblocage et livraison des céréales d'Ukraine? Non, moi j'ai pas entendu parler de... Non, il n'y a pas de date butoir, c'est un processus qui est en cours, il y a l'ONU qui s'est emparé du dossier, qui essaye de faire avancer les choses. Visiblement les Français et les Allemands qui l'ont remis évidemment sur la table. On parlait de l'Union africaine qui doit se déplacer dans les semaines à venir pour tenter aussi de faire quelque chose. Donc non, il n'y a pas vraiment de date butoir à ma connaissance. Bon. Il n'y a pas de date butoir, mais il y a une contrainte. C'est-à-dire que si les récoltes précédentes ne sont pas évacuées, s'il n'y a pas de capacité de stockage, que fait-on de la prochaine récolte? C'est ça, en fait, la date butoir. Alors, sur un sujet aussi très différent, Pavel, tiens, tu réponds à cette question. Avez-vous des informations concernant une portose Amicheni, remplacement de l'import, donc c'est les importations parallèles, je pense, dans les domaines différents de l'économie russe? Non, une portose Amicheni, ce n'est pas tout à fait les importations parallèles. Une portose Amicheni, c'est la substitution aux importations, c'est-à-dire la capacité ou non à produire sur place en Russie avec des moyens de production russes des produits qui auparavant étaient importés, notamment des produits technologiques. Donc là-dessus, cette fameuse politique de substitution aux importations a été promulguée peu après la Crimée, c'est-à-dire en 2014, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les résultats soient
particulièrement spectaculaire. Donc, Arnaud, tu as... Oui, juste pour compléter et rebondir sur ce que je viens de dire, il y a eu des déclarations la semaine dernière assez surprenantes, notamment du sénateur Clichas, qui est très en vue ces dernières années, puisqu'il dirige la commission des lois, et c'est lui qui change les règles du jeu un peu dans tous les domaines, y compris constitutionnels. Et il a fait une déclaration tonitruante, estimant que rien n'avait été fait, que c'était un échec total, ce qui lui a valu d'être un petit peu repris, mais pas tant que ça. Et effectivement, les discours sur cette question-là sont souvent interprétés comme des attaques en règle contre le ministre en charge de ce dossier, c'est-à-dire Denis Mantourov, qui lui-même est extrêmement proche du patron de Rostechnolog, le premier concerné par cette politique de substitution, c'est-à-dire M. Tchemezov, qui lui est un des membres du tout premier cercle du président. Et encore pour revenir sur le tout début de ce qu'a dit le président et les importations parallèles. Les importations parallèles, c'est un dossier majeur qui doit permettre, à mon avis, en tout cas c'est le sens de la décision gouvernementale, c'est-à-dire d'autoriser les importations sans l'aval finalement du producteur. Il s'agit, je pense, de faire la jonction avec le moment où la Russie sera capable de produire elle-même. Alors il y aura différentes importations parallèles. Il y a les biens de consommation courante. On dit qu'aujourd'hui, il y a déjà des smartphones qui sont importés via le Kazakhstan. Bon, ça, je dirais, c'est pas très grave. Et puis, il y a des choses plus critiques, les semi-conducteurs, les puces, où là, on peut penser que des stratégies de contournement beaucoup plus discrètes seront mises en place. Et il se dit beaucoup à Moscou que les Russes étudient ce qu'ont fait les Iraniens depuis une quarantaine d'années. Autre sujet, les VKS. Alors, en cas de rupture de contrat de travail, savez-vous combien de temps le visa reste valide? Et y a-t-il une durée maximale de validité ou bien les entrées et sorties du territoire russe restent possibles jusqu'à la date de fin indiquée sur le visa? Théoriquement, c'est valide 1 mois ou 2, j'ai oublié. C'est 1 mois ou 2. Dans la réalité des choses, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus de contrat de travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous démissionnez, la société doit immédiatement faire part de votre démission auprès de, je ne sais plus quel organisme, le MVD, donc le ministère de l'Intérieur russe. Ça n'annule pas votre visa. Votre visa est valable encore 1 mois ou 2 mois, mais une fois encore dans la réalité des choses, en fait, les gens utilisent leur visa jusqu'à la fin de sa validité. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de problème, mais j'en ai jamais vu de personne qui a de problème. J'ai eu plein de gens qui ont gardé leur visa, qui sont rentrés avec des visas VKS qui n'avaient plus de permis de travail lié à ce visa et qui ont continué à venir. Voilà. Mais ce n'est pas la loi. Qu'en est-il des valises diplomatiques vers l'ambassade à Moscou? Circule-t-elle? J'attends depuis 2 mois le passeport de ma fille. Les délais sont extrêmement longs. Alors, je ne sais pas, peut-être Gilles, le sais-tu? Il y a un avion qui est venu de Paris aujourd'hui et on espère qu'il y avait une valise diplomatique dedans. Ouais, donc, on ne sait pas. Pardon? Et dis 2 mots de l'avion. Bon, l'avion en question était un avion spécialement affrété par la République française afin d'évacuer donc les 34 diplomates expulsés par la Russie et l'ambassadeur de France était à bord. Alors, il n'avait pas été expulsé, Dieu merci, mais il accompagnait ses équipes et donc espérons qu'à l'aller, effectivement, cet avion n'était pas avide, mais qu'il transportait de la correspondance et une valise diplomatique. Et il faut que vous renseigniez auprès du consulat pour savoir si effectivement ils ont reçu le passeport de votre fille, ce que j'espère. Alors, un petit point s'il vous plaît sur les entrées en Russie et aéroports, des difficultés, des refus. Merci, tenez bon, nous dit-on. On n'entend plus grand chose que on a eu le président de la Chambre de commerce américaine, qui est américain donc, qui est rentré l'autre jour. Il arrivait d'où, Pavel?
d'Istanbul. Il est arrivé d'Istanbul, donc il devait arriver à Domodedovo. Qui nous dit qu'il a été interviewé. Non, il est arrivé de Finlande, excusez-moi. Il est passé en bus par la Finlande et il a été interviewé pendant 20 minutes. De façon extrêmement courtoise. En fait, plus que ça a duré 1h30, excusez-moi pour lui, de façon extrêmement courtoise, mais on lui a demandé des questions aussi absurdes que quelle était la date d'anniversaire de sa sœur, sur à quoi il répondait qu'il ne se souvenait pas de celui de sa femme, donc celui de sa sœur, il ne savait plus non plus. Mais on lui a posé des questions assez absurdes, mais par contre de façon très courtoise. Et en fait, tout ce qu'on entend pour l'instant, c'est on a le directeur général de l'AEB aussi, l'Association of European Businesses, qui a été interviewé en rentrant de je ne sais plus où. Et là, c'était à Domodedovo, me semble-t-il. Et lui, il a été interviewé 20 minutes, mais de façon courtoise aussi. Mais on l'a interviewé quand même pour savoir pourquoi il revenait. Et souvent, une des questions est de savoir ce qu'on pense de l'opération spéciale et ce que pense. Alors, on a demandé au président de l'Abcham ce que pensaient les Américains. Et on a demandé aussi, je crois, à Tadzio Schilling, le directeur général de l'AEB, ce que pensaient les Suisses, ce que pensaient les Suisses. Donc voilà, c'est le style de questions auquel il faut être prête. Mais pour l'instant, rien de très très particulier. Il n'y a pas de refus. J'ai entendu parler d'un seul cas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, bien évidemment, mais de refus, il n'y en a pas vraiment. Le rouble, question sur le rouble. Concernant le renforcement du rouble, la Russie n'aurait-elle pas intérêt à avoir un rouble fort afin de détériorer les économies dites non amicales? Ne serait-il pas plus pertinent sur une vision long terme de participer à l'effondrement de ces pays plutôt que s'acharner à baisser le rouble à 80? Question un peu provocatrice. Non, l'analyse, encore une fois, qui est faite par les dirigeants russes, c'est qu'un rouble fort, théoriquement, à supposer que les chaînes logistiques soient restaurées, ça favoriserait les importations plus que les exportations et surtout plus que le budget. Ce que voient les dirigeants russes, c'est le risque pour le budget fédéral, le risque d'apparition d'un déficit. Ça leur fait peur. Et donc, ils souhaitent revenir à des niveaux proches de 75-80. Les gens qui sont ravis d'un rouble fort sont plutôt les citoyens russes. Encore une fois, il y a un aspect psychologique en fait, qui est difficilement explicable, surtout à des Français, à des Occidentaux. Voilà, le cours du rouble, c'est aussi un indicateur, ça rappelle de bons ou de mauvais souvenirs. Bon. Et un effondrement du rouble, et ça, Poutine et Nabiullina l'ont très bien compris en mars, qu'il fallait absolument éviter ça, parce que ça aurait pu accréditer auprès des citoyens russes la thèse d'une perte de contrôle totale. Donc, je ne suis pas certain encore une fois, d'abord qu'un rouble fort nuirait tant que ça aux Occidentaux, aux économies occidentales. Je pense que la fragilité induite par un rouble fort pour le budget fédéral est quelque chose de plus important et de plus immédiat qu'un effondrement économique occidental. Surtout que les répercussions sur les capacités d'achat des Russes, en fait, sont assez déconnectées de la faiblesse ou de la force du rouble, parce qu'en fait, quand le rouble a dévissé, les prix se sont envolés, le rouble a repris de sa vigueur et les prix sont restés en l'état. Donc certaines enseignes, et pas toutes, ont baissé les prix. C'est notamment le cas pour les sociétés qui importaient des vins et spiritueux. Vous aviez des Beaujolais nouveaux qui dépassaient les 100 € pièce, ce qui est assez unique, je pense, dans le monde pour en tout cas ce type de produit. Et un opérateur, par exemple, comme Simple, le principal distributeur de vins spiritueux, a ensuite baissé ses prix, mais ils sont quand même plus élevés qu'ils ne l'étaient avant le début des hostilités. Donc, il y a ce découplage entre ce que représente le rouble aujourd'hui et puis la réalité des prix. Pavel connaît parfaitement le prix de tous les vins, donc si vous avez une question, surtout demandez-lui, il connaît tous les vins toutes les années. Petite précision sur le visa, on nous dit que pendant le Covid, le délai de 1 mois supplémentaire de validité du visa avait été allongé.
Donc, c'est peut-être 2 mois la validité du visa après la dénonciation du permis de travail. On nous demande quels sont les services touchés par les expulsions de diplômes. Alors, il y a eu la chancellerie, 2 personnes, le service économique, 6 personnes, le service consulaire, 0 personne. Oui, alors, pardon. Le consul général de Saint-Pétersbourg, c'est à Moscou, il y a eu 0 personne. Mais le consul général de Saint-Pétersbourg, effectivement, est persona non grata. Les services culturels, 2 ou 3 personnes. L'attaché militaire a perdu 4 personnes. Et après, il y a le secrétariat général de l'ambassade, donc c'est les services qu'on ne voit jamais, qui sont ceux de l'ambassade où il y a eu beaucoup de monde qui ont été expulsés, ce qui va rendre difficile le fonctionnement de l'ambassade. Et j'ai oublié quelque chose. Grosso modo, c'est cela. Savez-vous quelles seraient les nouvelles banques sanctionnées par l'Union européenne en sus de la Sberbank? On n'en sait rien parce que la liste n'est pas adoptée. Il était question de sanctionner le crédit agricole russe, c'est-à-dire Selhozbank, banque d'État. Il faudra voir quel est le degré de sanction. Est-ce que c'est quelque chose de comparable au SDN américain ou pas? Il était aussi question d'allonger la liste pour compenser justement l'échec sur l'embargo pétrolier. Donc c'est très mouvant et on sera fixé rapidement en tout cas. C'est sur cet embargo où Mme Ursula von der Leyen a fait une déclaration formidable. Oui, d'une grande franchise. C'était très surprenant. C'était pas très convaincant, mais c'était très surprenant. Oui, Mme von der Leyen, je crois que c'est une télévision américaine. Oui. Elle expliquait que c'était en décalage, en tout cas, par rapport à tout ce qu'elle avait dit précédemment. Et elle disait qu'il fallait que l'Europe était obligée de continuer, y compris parce que, je crois, ce serait vendu plus cher ailleurs. Enfin, ça, c'est pas très convaincant pour le coup. En fait, ce qu'elle a expliqué, c'est que si on faisait un embargo, évidemment, le prix du pétrole allait augmenter. Ça, c'est pas une nouveauté. Et que les Russes allaient en profiter. Donc, il fallait avoir une vision stratégique. Et que la vision stratégique, c'était de continuer à acheter du pétrole. Alors que pendant 1 mois, elle avait expliqué qu'il fallait surtout faire un embargo total, mais qu'il fallait continuer pour éviter que la Russie s'enrichisse. Donc, j'ai un petit peu de mal à la suivre, je dois reconnaître. Bon. Alors, autre question d'un auditeur. Que pensez-vous de la propagande française contre les Russes? Pas grand-chose, oui. Non. Je ne pense pas grand-chose de la propagande de manière générale. Il y a une propagande des 2 côtés, on est bien d'accord. Alors, une info pour l'export de France vers la Russie. Terminal douanier de Saint-Pétersbourg. Un auditeur nous dit « Nous avons pu exporter nos équipements de transport gazier en passant par la frontière lituanienne. » À savoir que ça peut bloquer à cette même frontière si les documents type X1, format de déclaration douanière, et un POA, Power of Attorney, de l'entreprise vendeuse ne sont pas remplis. Bon courage, nous dit-il. Donc, en fait, si vous faites les bons documents, vous pouvez passer par la frontière lituanienne. Et on n'a plus de questions. Et tant mieux, nous dit. C'est bien de dire tant mieux, mais. Ça veut dire que nous avons été clairs. Non, quand Nord Stream 2 va-t-il être mis en marche? Ce qui est intéressant, c'est que la question soit posée et qu'elle puisse se poser, parce qu'on pourrait croire que c'est effectivement un morceau de fer, au fond, destiné à rouiller au fond de la Baltique. Mais en fait, en tout cas, Alexandre Novak, ex-ministre de l'énergie russe, vice-premier ministre, pense que les réalités énergétiques en Europe au cours des 18 prochains mois pourraient conduire les Européens à réévaluer leur position. Alors, je n'en sais rien. Je sais qu'il n'est pas le seul à penser de la sorte. Je sais aussi que c'est un dossier extrêmement
symbolique, entouré de beaucoup d'émotions, positives ou négatives. Donc j'ai du mal à imaginer un feu vert européen, allemand. Mais ce qui est intéressant, c'est que publiquement, certains responsables russes, et qui sont des personnes plutôt bien informées et raisonnables, pensent que les Européens n'auront pas d'autre choix sauf à risquer des coupures. Pavel doit nous quitter, donc on le laisse partir, mais je vais... Tenez bon, vous dit-il. Mais pour continuer sur cette question, il y a deux éléments qui sont intéressants. C'est d'abord la Suisse. On allait déclarer la société Nord Stream 2 en faillite, mais la Suisse a repoussé jusqu'à fin septembre la possibilité de faillite. Donc, ce qui est assez en soi-même un petit peu étonnant, mais on laisse plus de temps. Et l'autre chose que j'ai appris sur Nord Stream 2, c'est que les tuyaux sont déjà remplis de gaz. Donc, il suffit de tourner le tuyau pour que le gaz arrive immédiatement en Allemagne. Donc, effectivement, on pourrait le remettre en fonctionnement tout de suite et avec un effet immédiat. On nous demande d'ailleurs si le transit par l'Ukraine est-il interrompu et définitivement? Non, certainement pas. Le gaz continue de passer par l'Ukraine. Mais c'était à moitié, nous disons, la moitié du... Oui, parce que la capacité du tube ukrainien, 140 milliards. Historiquement, c'était ça, quand il n'y avait pas Nord Stream 1. Mais il y a bien longtemps qu'il n'est plus utilisé à pleine capacité. Bon, par contre, les Russes avaient 110 milliards et je crois que là, ils émettent justement 155 milliards seulement. Il faut regarder ça, ça change tous les jours en fait, parce qu'il y a un système de réservation, d'allocation toutes les 24 heures. Mais là où ça ne passera plus, c'est par la Pologne. Et ça, c'est probablement définitif. Effectivement, l'autre branche, Biélorussie, Pologne, non, Yamal. C'est Yamal, mais c'est pas Druzhba en Pologne. Non, Druzhba, c'est l'oléoduc. C'est autre chose. D'accord. On se perd dans tous ces noms. Mais donc, en tout cas, Nord Stream 2, si l'Ukraine effectivement fermait pour des raisons politiques son pipeline, il y a toujours une possibilité par Nord Stream 2, mais ça serait politiquement un peu compliqué après pour que l'Allemagne le fasse, disons, et l'adhésion des pays européens. Effectivement, je crois que une coupure, pour une raison ou une autre, du transit ukrainien serait le seul cas de figure où pourrait émerger cette question de ouvrir ou pas ouvrir Nord Stream 2, où il pourrait y avoir un cas de force majeure. Donc voilà, bah écoutez, Pavel étant parti, je vais vous lire moi-même nos petites notes. Donc, c'était aujourd'hui le 60e briefing. Au numéro 100, on fera une grande soirée. Hein. Donc, comme d'habitude, on se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc, on se retrouvera mercredi prochain à 16h30 heure de Paris, 17h30 heure de Moscou. Vous pouvez donc nous écrire, envoyer vos questions sur la hotline @ccfr.ru. Vous retrouvez tous nos événements, sachant qu'on a un webinaire sur les crypto-monnaies le 2 juin. Le 7 juin, un comité principal difficulté du contrôle des co-contractants dans le nouveau contexte. Le 10 juin, un séminaire sur le retail dans la réalité actuelle en Russie, en partenariat avec la Chambre de commerce américaine, justement. Et nos actualités de la CCI France-Russie sont toujours sur notre compte Telegram, CCI France-Russie. Donc, tenez bon. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir.